résilience face à la Covid-19. Et dans l'évaluation de cette résilience, les femmes aussi a joué un rôle primordial. Je tiens à dire que lorsque les femmes dirigent les activités, elles se passent bien et elles produisent de bons résultats. Ce fut le cas avec Jay Bakan qui va nous présenter les résultats de l'étude. Bonjour, donc on va y aller vite pour qu'on puisse prendre la pause à temps. Alors, je vais faire une petite présentation du projet qui nous réunit aujourd'hui ici. Le projet de documentation des histoires de vie sur la résilience de la communauté, la réponse psychosociale et l'accès à la justice pendant le Covid-19, que nous réalisons avec l'appui technique et financier de Oxlade Consulting. Alors, une petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que cette initiative est un prolongement. Donc, c'est un prolongement de l'initiative de redevabilité que nous avons amorcée en pleine pandémie, dont Eliman a parlé tout à l'heure, qui visait à contribuer à la transparence et à la redevabilité publique dans la gestion sanitaire, économique et sociale de la pandémie au Sénégal. Donc, c'est à travers cette initiative que nous avons pu procéder à une évaluation scientifique de la réponse, mais également une analyse des perceptions de la gouvernance, des populations par rapport à cette gouvernance. Et on a complété ce travail scientifique par une documentation audiovisuelle des expériences des populations vis-à-vis de la gouvernance. Donc, à travers la réalisation d'une série de vidéos, dont 10 capsules et un documentaire que vous trouverez sur notre page YouTube. Tout ce travail a été couronné par la mise en place d'un outil digital, CitizenLec, qui est une plateforme de suivi citoyen, de plaidoyer et de veille. Donc, pourquoi nous avions initié cette initiative de redevabilité? D'abord parce que, au regard du contexte, il était nécessaire de mettre en place un cadre de redevabilité, non seulement pour le suivi des décisions, mais surtout pour que la réponse publique soit à la hauteur des attentes des citoyens en termes d'efficience et de transparence. Mais également, le régime d'urgence qui orientait l'action publique dans ce contexte avait accentué les risques de corruption. Donc, surtout que les possibilités de surveillance et de contrôle parlementaire des citoyens étaient réduites. Ce travail permet également de tirer des leçons pertinentes pour mieux comprendre les situations similaires et anticiper sur de prochaines crises de même nature, que Dieu nous en préserve. Mais surtout de fournir des arguments de suivi et de contrôle aux citoyens et une base d'évaluation et de prise pour la prise de décision publique. Donc, ce projet de documentation que nous sommes en train de dérouler nous a permis, ou bien en tout cas a consisté en une analyse, d'abord en une analyse de la résilience de la communauté, la réponse psychosociale, l'accès au système juridique et à la justice transitionnelle, qui vient compléter l'étude que nous avons déjà menée sur l'évaluation et les perceptions. Mais également, toujours dans la logique de la capitalisation, la réalisation de vidéos sur les expériences des populations. Nous avons également, à travers ce projet, tenu des rencontres avec les communautés. Donc, à travers 3 ateliers que nous avons tenus à Thiès, avec les agriculteurs, à Mout, avec les pêcheurs et à Guédiawaye. Nous avons également réalisé des émissions radio-communautaires dans ce cadre. Et aujourd'hui, nous tenons cet atelier de partage avec les parties prenantes pour vous aider sur la thématique. Alors, que révèlent les travaux de recherche? D'abord, l'étude révèle que sur le plan économique, sur les 1000 milliards, il n'y a eu aucun filet pour sécuriser le secteur informel, qui est pourtant si important parce que polarisons 97% des entrepreneurs de notre pays. Donc, c'est quelque chose qui est, en tout cas, comment dire, qui est désastreux pour nous parce que le secteur informel est tellement important, même s'il ne contribue pas aux impôts directs, mais paye les impôts indirects.
également qu'il y a eu une baisse de la charge de travail, donc des travailleurs, parce que tous les corps ont vu leur charge de travail baisser. Donc, à l'exception des personnes qui étaient au fond, je veux dire les médecins, les pharmaciens, agents médicaux, etc., donc qui étaient à la première ligne de la riposte. Donc, cette baisse de la charge de travail a entraîné une baisse de l'activité, donc une baisse de la consommation, de l'investissement, de la production et des ressources fiscales de l'État. La baisse de la charge de travail a naturellement entraîné une baisse des revenus, donc c'est une suite logique. Et cette diminution a surtout noté chez les acteurs que nous avons cités précédemment, les acteurs informels. Donc, presque tous les métiers ont vu leur revenu chuter drastiquement et seuls les agents qui étaient au front ont pu plus ou moins maintenir leur revenu. Nous avons vu que non seulement ces agents de l'informel ont connu une baisse de leur charge de travail qui est corrélée à une baisse de leur revenu, mais encore, ils ont eu à supporter au centime de leur charge financière. Donc, ces augmentations de dépenses sont dues au fait que les produits se raréfient. Également, il y a le fait que la réduction des déplacements, les mesures restrictives, la fermeture des frontières, etc., ont créé une baisse de l'offre de certains produits, et ce qui a entraîné une hausse des prix et une hausse de la demande de ces prix. L'étude montre aussi qu'il y a eu des efforts réels dans la prise en charge et le renforcement du plateau technique, mais qui ont accentué les vulnérabilités et les inégalités territoriales. Donc, on observe une proportion relativement faible concernant l'efficacité de la prise en charge dans les hôpitaux. Ce sont les populations qui le disent, ce sont les résultats de l'étude de perception. À Touba, on a 7%, à Guédiawaye 27% et Dakar 22%. Donc c'est relativement plus faible à Touba. Également, dans ce contexte de vulnérabilité, on a vu que la vulnérabilité du personnel de santé a été vraiment, c'est accentué, oui. Comme le confirme cet agent de santé que nous avons interrogé à Touba, qui dit, je cite, dans le cadre de la réponse, je n'ai rien reçu de l'État. En plus, on est toujours exposé, pas suffisamment de masques et de matériel de protection. Par ailleurs, les données de l'étude de perception ont révélé une absence de soutien, ou bien en tout cas une absence de prise en compte de la particularité, ou bien des spécificités et des réalités de certaines catégories vulnérables, notamment celles vivant avec une comorbidité. Donc cette absence de soutien est un facteur de vulnérabilité. Oui. Ils ont également relevé des problèmes qui révèlent, en tout cas, ils ont fait des constats qui révèlent en quelque sorte des problèmes de coordination et de gestion de l'appui destinés à cette couche, ce qui a renforcé les inégalités sociales. Pour ce qui est du vaccin, donc ici la perception ou l'appréciation est un peu mitigée parce que chez une certaine catégorie, notamment les personnes âgées, l'étude a révélé qu'il y a une appréciation positive. Oui. Parce qu'ils pensent qu'il réduirait la propagation du virus et les décès y afférents et éviterait la paralysie des espaces de socialité. Donc, et cela grâce à l'implication d'experts et d'autorités sanitaires qui sont vraiment légitimes et qui ont fini de montrer leur impartialité, ce qui a été très incisif dans la communication en faveur du vaccin. L'analyse révèle également des résistances catégoriques au sein des communautés face au vaccin. Donc cette perception est surtout notée chez les jeunes, et il justifie cela par des complications liées à la prise du vaccin. Donc il y a eu aussi un doute sur le bien fondé de l'efficacité des doses
et du type de vaccin qui a été mis à la disposition des populations. On note également une méfiance à l'égard des élites politiques qui n'ont pas vraiment facilité l'adhésion au vaccin parce que jugés ou bien perçus comme des manipulateurs. Selon l'analyse des perceptions toujours, les mesures de restriction sont contraignantes et peu efficaces et ont entraîné des effets vraiment dévastateurs sur les communautés et l'économie informelle. Donc, ce qui justifie le sentiment de frustration qu'on a noté. Un des enquêtés, par exemple, faisant allusion au couvre-feu, nous dit « Nous préférons mourir du virus que de ne pas donner à manger à nos familles. Quitte à subir des sanctions ou à commettre une infraction, je ne concède aucunement quelconque pertinence à cette mesure. » Donc, ce sont pour la plupart des cas des acteurs informels. Quelqu'un d'autre, par rapport toujours à cette mesure, dit « J'avais vraiment trouvé le couvre-feu pertinent lors de la première vague de Covid, mais le président de la République a fait quelques mois après son entrée en vigueur une déclaration incitative à apprendre à vivre avec le virus, une contradiction avec le communiqué que le ministre de l'Intérieur a émis avec la deuxième vague de la pandémie, qui concourt à l'interdiction stricte avec les conséquences atténuantes des déplacements de la nourriture. Le commerce est notre seul moyen d'assurer la survie de notre famille. Et puis, il leur a dit que le virus a des horaires de repos et de circulation. Je suis vraiment déçue. Alors, nous avons également vu que, en tout cas, c'est un constat qui est revenu souvent, qu'il y a eu en tout cas des efforts, peu d'efforts de co-construction entre les autorités en charge de la mise en œuvre et les populations. Oui, parce qu'il y a eu un faible niveau d'implication en ce qui concerne la prise en charge, mais surtout l'identification des familles qui sont dans le besoin. Un autre fait qui est souvent revenu, c'est la politisation de la gestion des fonds. Donc les populations ont elles-mêmes relevé des problèmes de transparence et des inégalités dans la gestion des fonds. Le soutien et la protection sociale aux familles sont jugés vulnérables, limités plutôt, excusez-moi, et l'analyse qualitative a montré une insatisfaction chez beaucoup de personnes pour des raisons liées à l'appartenance politique. Et beaucoup en tout cas la communauté, les communautés associent la gestion de l'épidémie à une affaire politique. Cet enquêteur nous dit que ce qu'on attendait par rapport à la prise en charge et ce qu'on a trouvé au niveau de l'hôpital était différent. On se disait même qu'il y a une politique dans cette prise en charge. Donc on voit clairement que les dynamiques d'exclusion sociale de ces couches qui posent un problème d'équité et de transparence avec le faible niveau d'implication dans ce processus. Justement, en parlant de gouvernance et de transparence, on a noté une gestion peu transparente des fonds. Quand on faisait l'étude, à cette période, le FMI avait publié les résultats de son tracker sur la performance des 10 pays africains sur le système de suivi de lutte contre la corruption. Et on voit ici nettement que le Sénégal est sur la ligne rouge pour ce qui concerne en tout cas la transparence dans la gestion des fonds. Alors, juste une précision, parce qu'après il y a eu des échos quand même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était avant ce tracteur, ces résultats que nous avons repris ont été constatés avant la publication du rapport du FOSS Covid-19. Nous avons travaillé dans ce cadre avec le comité de suivi qui nous avait dit que
à l'époque que tous les contrats et factures étaient disponibles pour consultation et que le rapport de la gestion de fonds de force Covid-19 sera remis au président de la République avant d'être publié pour et rendu public. Donc, pendant une période de 3 mois, les citoyens avaient la possibilité de consulter les preuves sur place. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous-mêmes, les Africains, nous avons conduit une visite de consultation citoyenne au siège du comité. Mais il est toujours quand même, on tient quand même à signaler que les citoyens n'ont été au fait des résultats du travail qu'après la publication du rapport final, malgré ces comptes rendus périodiques qui étaient réservés exclusivement au président, et que jusqu'à cette heure, jusqu'à ce moment, les citoyens n'ont pas accès à ces pièces justificatives parce qu'ils ne sont pas mis en ligne, il n'y a aucune plateforme qui a été mise en place à cet effet. Alors, notre analyse juridique des mesures qui ont été prises ont révélé qu'elles ont été restrictives de liberté et de droit. Donc, c'est-à-dire que les décisions prises pour l'essentiel ont porté atteinte de manière considérable aux libertés fondamentales garanties par la Constitution en son article 8, que l'honorable a cité tout à l'heure. Donc, on n'en disconvient pas. Les enjeux de santé publique, dans certaines circonstances, pour favoriser la limitation de ces droits-là, mais à condition que ces droits soient restreints par la loi, dans l'intérêt d'un objectif légitime, que les procédures soient strictement nécessaires pour atteindre un tel objectif, et que ces restrictions soient imposées de la manière la plus limitative possible et de manière non déraisonnable et non discriminatoire. C'est-à-dire que certains droits ne sont pas absolus. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui détaille bien les situations dans lesquelles les gouvernements peuvent limiter certains droits, donc grâce à laquelle on présuppose que le gouvernement, la déclaration en tout cas, selon la déclaration, on présuppose que le gouvernement a tout fait ce qui était dans l'ordre du possible avant de recourir à l'instruction de ces droits. Donc, et là, on a vu que dans le cadre de la gestion, le confinement généralisé a restreint les libertés de déplacement, de bulle d'enfants, les libertés de réunion, de manifestation, le droit à l'éducation, mais surtout le droit à la santé. Donc, alors qu'il convient d'établir un équilibre entre les nécessités de l'action et la protection des droits. Donc, en toutes circonstances et dans toute décision, il faut considérer deux paramètres, proportionnalité et opportunité. Or, les mesures n'étaient ni opportunes ni proportionnelles. Nous avons également noté qu'il y a eu un accès difficile au service public de la justice pour les citoyens. Alors, toujours dans l'analyse juridique, on a notre chercheuse, Dr Bintou Sidibé, qui a analysé les mesures administratives et juridiques, a relevé que les principes généraux de précaution, de justice et de bienfaisance, en rapport avec les stratégies de riposte, ont vraiment souffert dans la gestion de cette pandémie. Rien qu'en regardant la chronologie des mesures, on voit que le Sénégal a tardivement réagi, ce qui remet en cause le principe de précaution. On a également noté des perturbations sur la disponibilité et la continuité de l'effort, et la continuité de l'offre, plutôt, excusez-moi, de services de routine et l'accès de plus en plus difficile aux services de santé, voire impossible même. Mais surtout parce que, dans ce contexte, les personnels étaient mobilisés, le personnel de santé était mobilisé, je ne dirais pas exclusivement, mais en tout cas pour l'essentiel pour la riposte, et ce qui a engendré le gap de personnel pour les services. Également, il y a eu une absence d'équité dans la prise en charge, parce qu'il y a eu une conception différente des centres de traitement. On relève également des inégalités dans l'allocation des ressources de toute nature, qu'elles soient humaines, financières ou techniques, et une prise en charge disparate. Aussi, il y a eu un manque de solidarité dans l'accès au vaccin, parce que la vaccination n'a pas suivi le plan initial, puisque les premiers à bénéficier étaient les autorités et leur entourage,
au détriment des personnes vulnérables, qui sont, en tout cas, qui doivent être prioritaires. Aussi, on a vu que la communication n'était pas du tout adaptée. Donc, ce qui a entraîné une crise de confiance, allant même jusqu'au début de la maladie. Jusqu'à présent, il y a des personnes qui ne croient pas à l'existence du virus, malgré le nombre cas de décès. Donc, c'est pour dire que la communication n'a pas vraiment produit l'impact attendu. Et pire, il a plutôt entraîné une défiance des populations par rapport aux mesures restrictives. Enfin, on a toujours dans les problèmes d'ordre éthique, on a vu une faillite de la mise en œuvre de l'approche communautaire, parce que les populations n'ont pas été associées à l'identification des problèmes, ni à la recherche de solutions. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est elle-même qui l'avait souligné. L'autre fait est que les familles ont été vraiment touchées par le refus de repratiquement des restrictions sur le nombre des personnes présentes dans les funérailles et le bouleversement des rites funéraires. Alors qu'à cette époque, il n'y avait aucune preuve que les cadavres pouvaient contaminer les vivants. Je pense que c'est le porte-parole de l'Organisation panafricaine de la santé, M. William Adegaut, qui avait déclaré cela dans une conférence de presse en 2020. Également, puisqu'on parle des principes d'éthique généraux, on a parlé de la bienveillance. Or, pour l'OMS, la mise en œuvre du principe de bienveillance doit reposer sur la veille, en tout cas, bien, doit impliquer de veiller à ce qu'il y ait un nombre suffisant de lois nationales sur la santé publique, car certaines mesures sont nécessaires lors d'une flambée de maladies infectieuses et dépendent de l'existence de fondements juridiques clairs pour l'action du gouvernement, ainsi que d'un système pour la surveillance et l'examen. Or, le Sénégal n'a pas de loi sur la santé, encore moins un code. Alors que l'éthique, c'est avant tout le respect des lois et des règlements. On a également sur l'analyse des exigences, en tout cas, et de la réponse sociale. On a vu que les aspects psychologiques ont suscité peu d'attention et sont rarement évoqués dans les récits. Et il semblerait que ceux qui ont trait à l'économie ou à la gouvernance de manière générale semblent davantage préoccuper la communauté épistémique et l'opinion publique. Donc, pour justifier cela, nous pouvons inférer la place de choix réservée à la religion dans la vie des populations, parce que les Sénégalais sont profondément et fortement attachés à leur vie spirituelle. D'ailleurs, l'Afrobaromètre révélait que 95% des citoyens sont d'abord attachés à leur leader religieux et appartiennent à des groupements organisés pour la vie collective, l'entraide et la mobilisation pour des projets et agendas communs. Donc la religion est au cœur de la vie des Sénégalais. Et c'est cette relation marabout-disciple particulière qui a joué un rôle central dans la structuration de la nation, qui a donné naissance à une construction d'une citoyenneté particulière relative à l'État moderne. Le Sénégalais est d'abord talibé avant d'être citoyen, dans un pays dominé par l'islam confrérique. Donc, ces leaders religieux qui sont vraiment des voix autorisées, ce sont, dès l'apparition du virus, se sont mobilisés pour apaiser les esprits, évoquant la volonté divine qui sous-tend la pandémie, que les disciples doivent s'assurer d'accepter. Donc, leur rôle dans la communication de crise et leur grande influence n'est plus à constater et non négligeable. Les entretiens semi-structurés que nous avons menés dans le cadre de cette analyse de perception ont confirmé cela. D'ailleurs, un interlocuteur nous dit ici, je cite,
On nous recommande de porter un masque, d'éviter les rassemblements et de respecter les distanciations. Tout ça, c'est pour se protéger, car l'art nous protège, car la vraie protection repose sur les mains de notre Seigneur. Un autre à Touba nous dit, nous les jeunes de Touba, essayons de nous référer aux recommandations édictées par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, car il demandait à toute la population de se conformer aux mesures barrières qu'avait mises en place l'autorité sanitaire. Nous l'avons fait à la lettre. Venons-en maintenant à la résilience, aux capacités de résilience des populations. Nous avons vu que dans les secteurs qui ont été vraiment les plus impactés, et que dans le commerce par exemple, qui a été vraiment touché par les mesures restrictives, que les commerçants ont quand même développé certaines capacités de résilience, ont fait preuve de résilience en tout cas, parce que certains commerçants disposés de boutiques dans les quartiers ont pu continuer leurs activités malgré la rareté de la clientèle. Et dans ce contexte, ils ont développé des stratégies de résilience dans la réduction du personnel, le changement de mode, dans le mode de commercialisation, notamment avec l'utilisation du digital, des outils de marketing numérique, qui leur a permis de faire la promotion, de prendre la commande et de vendre à distance. Donc on a assisté à, disons, un développement de la vente en ligne, ce qui a entraîné, selon l'OIT, une augmentation de la demande et un développement des services de livraison à domicile, dont 20% des entrepreneurs ont eu recours. Dans le secteur agroalimentaire, qui a été au centre de nos échanges à Thiès avec les communautés. Les communautés nous ont dit que pour s'adapter à la situation, ils ont procédé à la modification de l'alimentation du bétail. Donc, les éleveurs et les agriculteurs qui partagent les mêmes inquiétudes se sont organisés et ont mis en place un réseau spontané de distribution de la matière première destinée à la vente ou à la transformation. Et dans ce cycle-là, les conducteurs de motocyclettes ont joué un rôle très important parce qu'ils ont été plus mobiles dans cette période de distanciation sociale. Et c'est eux qui ont assuré le transfert des produits entre les acteurs ainsi que la livraison pour la clientèle. Dans le secteur de la pêche, à Mbour, on était avec la communauté de pêcheurs. Ils nous ont dit que les hommes nous ont dit qu'ils n'avaient plus la possibilité d'aller en mer à cause des mesures restrictives. Donc, étant ainsi privés de leurs sources de revenus, ce sont les femmes qui ont assuré les dépenses à travers leur activité économique. On a aussi constaté que ce choc économique a permis à certains secteurs, dont celui de la confection et de la couture, de se réorganiser. Donc, on sait tous que les mesures de restriction et le confinement général dans les pays du Nord, les mesures de restriction, je disais tout à l'heure, surtout avec le ralentissement au niveau du fret, a posé un problème de disponibilité au niveau local. Parce que, ayant une économie extravertie, nous dépendons fortement de l'extérieur. Donc, ce qui a ému une flambée des prix des masques, qui devenait de plus en plus inaccessible pour les couches vulnérables. Et pour répondre à cela, le gouvernement avait initié, à travers son ministère de l'Artisanat et la Chambre des métiers, une commande nationale en masques réutilisables. Certaines organisations et mouvements citoyens ont fait parler. Donc, ce qui a offert à ces acteurs, donc, les acteurs en couturier, l'opportunité de réorienter la production afin de maintenir leur activité, même si le chiffre d'affaires était inférieur à l'accoutumée. Donc, au niveau communautaire, Eliman en a parlé tout à l'heure, les femmes ont joué un rôle considérable
très important, central dans la riposte, dans la gestion communautaire en tout cas. Parce que malgré la psychose générale qui a engendré des attitudes stigmatisantes, la solidarité a été très présente entre parents et voisins au sein d'un même quartier. On a vu qu'il y a eu plusieurs initiatives qui ont été prises au niveau local, surtout chez les femmes, pour faire face à la crise et surmonter la conjoncture. Donc, parmi elles, des campagnes de sensibilisation contre les renseignements et de mobilisation des masques, les repas solidaires, la production et la destruction de la distribution. Je pense que la représentante la présidente du réseau des Bagnénogo, qui est là présente avec nous, pourra nous en dire plus tout à l'heure lors des échanges. Donc, sur le plan psychologique aussi, toujours, on a l'association des juristes sénégalaises a révélé que la violence basée sur le genre a connu une hausse très importante parce que le nombre de femmes victimes de violences physiques et psychologiques est passé de 43 à 58 en seulement 15 jours. Donc, pour faire face à cet état de fait, l'AJS a adopté de nouveaux mécanismes pour apporter assistance aux femmes, parmi lesquels la mise en place du numéro vert qui a permis de garder le contact avec les victimes et de rester disponible pour les besoins éventuels. Donc, et la politique de toit a quand même maintenu l'aide aux victimes malgré la complexité du contexte, notamment via des partenaires avec des forces de l'ordre, intervenant lorsque nécessaire, par exemple lors d'une expulsion par le conjoint en bien pour une femme. Ça, c'est un point très important. La vulnérabilité des personnes à mobilité réduite, c'est pour dire l'intérêt des échanges qu'on a eu au niveau local. Parce que nos échanges avec la communauté de Guédiawaye, où l'association des personnes vivant à mobilité réduite a été représentée, nous a permis de voir, en tout cas de constater qu'ils ont, à leur niveau, développé aussi des stratégies de résilience. Eux qui dépendent majoritairement de la mendicité ont été vraiment impactés par la Covid. Eliman aussi est revenu tout à l'heure sur ça. Donc, ils ont été conscients de la nécessité, en tout cas, de développer une intelligence économique donc, et une source durable ou bien pérenne de ressources financières. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont initiés à l'épargne, développant ainsi une stratégie de résilience financière. Alors, nous avons beaucoup parlé des femmes dans les récits de vie, dans le rapport qui est en cours, donc, que nous ne pourrons pas tout étaler ici. Mais cette histoire de vie de cette femme qui s'appelle Mambousso, qui est une femme active, une femme transformation de produits locaux, qui réside à Daroukoudos dans la région de Thiès, nous a quelque peu, en tout cas, je pense que c'est très intéressant d'y revenir. Elle dit, je cite, nos revenus nous permettaient de gérer la scolarité de nos enfants et d'aider nos époux dans cette situation. Mais avec l'arrivée de la pandémie, il y a eu un grand changement dans notre mode de vie. Nous sommes des femmes transformatrices. Nous évoluons aussi dans l'agriculture. Toutes nos activités sont lourdement impactées par la pandémie. Et une stratégie de vente en ligne était mise en place, vu qu'on le sollicitait toujours, mais cela n'a pas servi à grand-chose. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas le soutien nécessaire pour redresser notre business. Au mois de destruction, nous avions investi à hauteur de 350 000 francs CFA dans la transformation de fruits, légumes et céréales pour une prévision de 6 mois. Tous les produits transformés ont pourri et nous avons dû les enterrer. C'est vraiment difficile. Depuis cette période, nous sommes en faillite et nous n'avions pas reçu de l'aide en tant qu'association polarisant 45 groupements avec 6 000 femmes. La perte de cet investissement est un désastre pour nous. L'étude que nous avons menée sur l'évaluation de la réponse et l'analyse
l'analyse des perceptions nous a permis d'élaborer une matrice de recommandations que vous trouverez sur nos plateformes. Et là, nous avons vraiment tenu à rapporter les recommandations qui ont été formulées par les communautés elles-mêmes, notamment les femmes qui ont été très touchées par cette crise. Donc, ils ont recommandé de faciliter l'accès au financement et d'alléger les charges des modalités d'accès. Également, de trouver l'emploi aux jeunes pour alléger leur contribution dans les ménages, renforcer la souveraineté alimentaire avec la mise en œuvre des concepts de Baïdodé, la valorisation des produits locaux, de consommer local. Continuer à tenir des rencontres pour construire une synergie des groupements de femmes afin d'avoir des résultats probants, mais aussi instaurer le dialogue multi-acteurs qui favorise les réponses concertées aux occupations des populations. Ils ont également recommandé une capitalisation des expériences pour une meilleure prise en charge des crises similaires à la pandémie. Également, la relance de la chaîne de valeur de l'agriculture en octroyant, en renforçant plutôt les capacités techniques des femmes, mais surtout renforcer les politiques de promotion de l'autonomisation des femmes. Donc voilà l'économie de ce que j'avais à vous présenter. Je vous laisse quand même avec 2 questions. Nous aimerions vraiment que vous nous racontiez comment vous avez vécu la pandémie, quelle est votre histoire de vie et quelles ont été vos réactions de résilience. Je vous remercie pour votre aimable attention.